Bonsoir, bonsoir Sikfi, Salut. salut tout le monde, salut les gens sur Facebook, salut les gens sur Twitch, j'espère que tout le monde va bien. Normalement cette fois-ci vous m'entendez, pas comme la dernière fois où j'avais oublié de mettre mon micro. Voilà, content de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle émission. Donc ce soir je suis avec mon collègue Jean-Marie Potier, qui est journaliste, qui est maintenant journaliste indépendant, mais qui est passé, si je ne me trompe pas, par SoFoot, par Challenge, par Slate. Tu as été rédacteur en chef de Slate pendant plusieurs années, c'est ça? Tu ne te trompes pas, c'est bien ça. Et D'autres maintenant, d'autres choses aussi, mais t'as t'es l'essentiel. pigiste, c'est-à-dire que tu bosses en indépendant et tu vends tes articles aux magazines qui les achètent. C'est bien ça, ouais, pour plusieurs, donc sciences humaines et d'autres publications, Philosophie Magazine, Le Point, Society parfois, enfin ouais, toute une série de magazines. Ouais. D'accord. Et donc, tu donnes aussi des cours à l'école de journalisme de Lille, où tu es en ce moment. C'est ça. C'est ça. Et donc ces jours-ci, jusqu'au 30 mars, on réalise une quotidienne sur la présidentielle tous les soirs pour le quotidien Ouest France, donc sur la chaîne Twitch du quotidien Ouest France. Donc tous les soirs entre 18h30 et 20h, on raconte un peu les coulisses de la présidentielle, voilà, qui est quand même une campagne quand même assez animée. Ok, donc t'es sur le sujet de la présidentielle pas mal en ce moment. Ah, C'est une de tes spécialités, la politique? euh, en partie, enfin, j'ai jamais fait du journalisme politique au sens qu'on attribue classiquement à ce terme-là. Si tu veux, j'ai jamais été rubricard à suivre un parti et tout. Ah, par contre, la politique, notamment à travers le biais de l'histoire, des sujets de société, enfin de toutes les ramifications qu'elle peut avoir, ouais, ça m'a toujours passionné. Hmm, Et j'ai pas mal d'accord. écrit dessus à Slate, notamment tout l'aspect aussi idées, enfin à Slate et par exemple à Sciences Humaines aujourd'hui. Mhm. Ok. Et donc voilà, ce soir on va parler de ça, on va parler de l'élection présidentielle. Tu as écrit un article dessus dans Sciences Humaines. Alors c'est pas celui qui est en kiosque, c'est celui-ci, je vous le montre. Dans le numéro précédent qui était sur l'intelligence, il y a donc un grand article de Jean-Marie qui s'appelle Enjeu, une présidentielle, pourquoi faire? Voilà, hop, que vous voyez là. Et donc ça m'a donné l'idée de l'inviter pour parler de ce sujet-là, surtout que vous n'êtes pas sans savoir que la présidentielle c'est bientôt. C'est même dans moins d'un mois maintenant, hein, la date se rapproche. Donc voilà, c'était l'occasion d'en parler un petit peu. Donc toi, tu as traité ça sous un angle plutôt science politique, hein, c'est ça? Oui, l'angle, c'était notamment de savoir quel était un peu quels étaient les effets de cette élection, quel était son avenir, voilà, quel était son impact sur notre vie politique et même sur notre, je sais pas, le fonctionnement de notre société en général. Donc c'était cet angle-là, ouais. Avec Hmm, aussi quand même une forte dimension historique, puisqu'on est évidemment obligé de restituer un peu l'histoire de ce scrutin, voilà, pour mieux comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle. ouais, c'est ça. Donc on va en parler. L'élection présidentielle, ça reste, malgré les critiques récentes, ça reste quand même le moment politique le plus important de France, en tout cas au niveau de la participation. C'est le scrutin où il y a le plus de participation en France. C'est aussi un scrutin où il y a beaucoup de battage médiatique, voilà, beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui sortent. Et du coup, voilà, on va parler un peu de ça parce que non seulement c'est le plus gros scrutin de France, mais il est aussi de plus en plus contesté. Voilà, on va peut-être commencer par l'aspect historique. Bonjour à Ayesh qui nous salue de Tunisie sur Facebook. Bonsoir, bonsoir à tous. Avant qu'on démarre dans les questions, je vous le rappelle, hein, vous pouvez toujours intervenir dans le chat, dans les commentaires sur Facebook, si vous avez des questions, des remarques, des relances. Voilà, n'hésitez pas, je les lirai, je les transmettrai à Jean-Marie. On en discutera ensemble. Voilà, donc la première question que je voulais te poser, Jean-Marie, c'était voilà, cette élection telle qu'on la connaît, du président au suffrage universel direct, elle date pas des débuts de la Ve République, qui est la République dans laquelle on est en ce moment, mais elle date d'un peu plus tard, de 1962. Comment est-ce qu'on en est arrivé à élire le président au suffrage universel et pourquoi ça n'a pas commencé comme ça? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que par rapport à aujourd'hui, où justement c'est l'élection qui obsède tout le monde et qui a encore le plus gros taux de participation, c'est qu'en fait, pendant longtemps, ça a été quasiment un tabou d'élire le président au suffrage universel direct, pour notamment une raison, c'est que avant que sous la Ve République on décide de le faire, le premier exemple de cette élection, c'était en 1848, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon Ier, comme président qui, 3 ans après, faute de pouvoir se représenter à la présidentielle, puisque c'était interdit par la Constitution,
a mené un coup d'État et s'est fait sacrer empereur sous le nom de Napoléon III. Donc ça a été un énorme traumatisme, le fait que la première présidentielle de l'histoire de France aboutisse à la restauration de l'Empire et voilà, au retour d'un Napoléon sur le trône. Ce qui explique qu'en fait, qu'après, durant un siècle, donc, comme je disais, c'était un véritable tabou. Et donc il a fallu attendre 62. Alors il y a en gros deux histoires pour expliquer ça. Une histoire un peu romanesque, j'allais dire, et puis une histoire plus raisonnée. L'histoire romanesque, c'est que De Gaulle annonce sa volonté de faire élire le président au suffrage universel direct, donc début septembre 62. Et quelques jours à peine plus tôt, il a été la cible d'une tentative d'assassinat donc au Petit Clamart, en région parisienne, en voiture avec son épouse. Tentative d'assassinat extrêmement bien organisée. Elle a vraiment échappé par miracle. On a retrouvé des centaines de cartouches de fusils mitrailleurs sur les lieux. Voilà. Et donc quelques jours après, il annonce sa volonté de proposer aux Français d'élire leur président au suffrage universel direct. Et donc il y a eu un peu cette interprétation que je disais romanesque, qui était de dire il a échappé à la mort, il a pris conscience du caractère précaire de son pouvoir et qu'il fallait consolider. Après, quand je disais qu'il y avait une explication plus raisonnée, c'est qu'en fait, cette décision, c'est l'aboutissement des décennies de réflexion. C'est-à-dire que De Gaulle, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment prononce un discours à Bayeux, qui est resté célèbre sur les institutions, et où il affirme la nécessité, au-delà de l'Assemblée nationale, des partis qui y siègent, d'avoir un chef de l'État qui soit un arbitre fort, placé au-dessus des partis, une espèce de figure qui unifie la nation. Oui. Et il ne le dit pas à l'époque, il ne dit pas que ce président doit être élu au suffrage universel direct, mais certains élus disent ce président-là qu'on nous propose, la logique voudrait qu'il soit élu comme ça. Et en parallèle, durant ces années, d'abord les années 30, puis les années 40, les années 50, il y a tout un courant, on va dire, de modernisation de l'État, de renforcement du pouvoir exécutif, qui réfléchit justement à la façon de rendre l'exécutif plus fort et plus légitime, et qui propose, pour certains de ses membres, d'élire le président au suffrage universel direct. Parce que, donc, pour restituer jusque-là, donc jusqu'à la Ve République, le président est élu par les parlementaires, donc les députés et les sénateurs. Donc, qui, eux, sont élus au suffrage universel direct. Voilà. Qui, eux, sont élus, par exemple, le mode de scrutin évolue, mais bon, qui sont notamment souvent élus comme ils sont élus aujourd'hui, voilà, dans des circonscriptions. Et donc, en gros, le président de la République, il est en fait élu par 900 ou 1000 personnes, à peine. Et ce qui, notamment chez De Gaulle, De Gaulle percevait ça de manière négative parce qu'il y a eu plusieurs cas dans l'histoire de France où l'Assemblée nationale a fait le choix de personnages médiocres ou insipides, notamment de manière célèbre au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand Clémenceau se présente à la présidence et qu'il est battu par un candidat beaucoup plus terne. Donc il y avait cette idée de De Gaulle que les parlementaires allaient toujours choisir le candidat le plus moyen et le moins dangereux pour leur pouvoir. Et voilà. Et donc en 58, quand De Gaulle arrive au pouvoir, donc déjà il n'ose pas à l'époque proposer l'élection du président au suffrage universel direct. Alors il y a eu plusieurs hypothèses, notamment à l'époque le Parti communiste est très fort, donc il y a la question du poids qu'il aurait sur cette élection. Et il y a aussi simplement le fait qu'en 58, l'Algérie est encore française. Il y a, je pense, environ 4 millions d'électeurs. Donc, c'est-à-dire que si on faisait une présidentielle en 58, l'électorat algérien pèserait très fortement dans le choix du président. Donc à l'époque, il n'ose pas pousser la logique jusque-là et il propose que le président soit élu par un collège électoral d'élus locaux, donc les maires, les conseillers généraux, qui ressemblent pas mal notamment aux gens qui aujourd'hui élisent les sénateurs ou à qui on demande les fameuses 500 signatures pour la présidentielle. Et donc, qu'il n'ose pas. Est-ce qu'on sait si il avait déjà cette idée-là de se faire élire au suffrage universel direct quand il a créé la Ve République? C'est un peu, je pense, c'est un peu ambigu. Enfin, c'est toujours un peu incertain. On va dire, on n'a pas trop de certitude justement sur le fait qu'il souhaitait l'instaurer dès les débuts de la Ve République. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, et ça pour le coup, c'est assez clair, c'est que avant d'être victime de l'attentat, enfin des victimes d'être la cible de l'attentat du Petit Clamart dont on parle, dès que la guerre d'Algérie est finie, il prononce un discours et il dit notamment que l'accord direct entre le peuple et celui qui a la charge de le conduire est essentiel. Alors, il dit après, il emploie le mot suffrage universel. Là, il ne dit pas encore clairement, je vais vous proposer de dire le président au suffrage universel, mais il sème des petits cailloux, on va dire. Voilà. Et en fait, il le fait parce qu'il avait dit clairement, il avait dit une fois que j'aurai réglé le problème algérien, les partis voudront me chasser du pouvoir. Donc c'est sa manière aussi à lui de reprendre la main. Oui, d'accord.
Ok. Et donc, il reprend la main en 1962, c'est ça? C'est ça, donc en 62, donc il propose cette réforme. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, donc comme je disais au début, l'élection présidentielle, c'est évidemment le temps fort de notre vie démocratique. Mhm, ouais. Ça obsède les politiques. Bon, même avec des variations, les citoyens continuent de participer quand même relativement massivement, on va dire, au scrutin. Et donc, on pourrait croire que finalement, c'est une réforme consensuelle, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand De Gaulle propose ça, déjà, il a la plupart des partis, sauf le sien, qui se prononcent contre cette réforme. Ah oui, il est tout seul à le vouloir. Voilà. En plus, il utilise une procédure qui, constitutionnellement, est, on va dire, plus que limite, qui n'est sans doute pas très conforme à la Constitution. En gros, il propose directement aux Français de l'adopter par référendum, Oui. sans faire voter le texte avant par les parlementaires. Ce qui est jugé évidemment sévèrement par beaucoup. Le Oui, président du c'est Sénat peut-être qu'il y a l'accuse le de... traumatisme dont tu parlais de Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été élu au suffrage universel direct. Là, on a peut-être que les gens ont l'impression que l'histoire se répète. Le Parlement est court-circuité par De Gaulle qui prend des décisions tout seul, et puis il a l'air d'être en position de force. Donc peut-être que les parlementaires craignent ça aussi. Ah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que effectivement, l'image de Napoléon III ressurgit immédiatement. Alors notamment le président du Sénat, qui est le deuxième personnage de l'État, accuse De Gaulle de forfaiture, voilà, vraiment de trahir la Constitution. Et de nombreux chefs de partis le critiquent très sévèrement. Hmm. Et ce qui aboutit à quelque chose qui, à l'heure actuelle, est unique encore sous la Ve République, qui est que l'Assemblée nationale décide de censurer le gouvernement, enfin de voter une motion de censure, ce qui conduit donc à renverser le gouvernement, donc à l'automne 62, ce qui est la première et dernière fois que ça s'est produit sous la Ve République. Donc, première et dernière fois que l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement et donc a lancé ce défi au président. Mhm. Voilà. Et donc De Gaulle riposte en prononçant la dissolution de l'Assemblée et donc en planifiant des élections législatives qui ont lieu quelques semaines après le référendum. Mais donc ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que c'était consensuel et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'au final, le référendum qui a lieu fin octobre 62, 62% des Français se prononcent pour la réforme. Alors c'est évidemment une large majorité, mais il y a quand même donc près de 40% des électeurs qui disent nous, on ne veut pas de cette élection présidentielle au suffrage universel Hmm. direct. Et d'ailleurs, de Gaulle, sur le coup, est très déçu, puisque lui, en gros, il voulait au moins 70% des voix, parce qu'en gros, il disait 70% des voix en tenant compte de l'abstention, ça veut dire 50% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc il songe même brièvement à démissionner, en gros, à rester dans sa maison de campagne, à ne jamais revenir à l'Élysée. Et il faut D'accord, que son entourage, à l'époque, le convainque que 62%, bon, c'est quand même pas si mal, ça va. et qu'il peut continuer sa tâche. Mais il passe voilà, par un petit accès de dépression. D'accord. Et alors, quand le référendum passe, il n'y a pas tout de suite une élection présidentielle au suffrage universel direct, c'est pour l'élection suivante, c'est ça? C'est exactement, c'est-à-dire que De Gaulle a été élu président fin 58, donc au terme de son mandat de 7 ans, fin 65. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, justement, on va déjà voir une évolution, c'est-à-dire qu'en 62, on a 40% des gens qui refusent cette élection présidentielle, et pourtant, en 65, la participation pour cette première élection, elle est massive, c'est-à-dire qu'on est autour des 80%, voire plus, de participation pour cette première Hmm. élection. Donc c'est-à-dire que même une partie des gens qui n'en voulaient pas 3 ans plus tôt, finalement, acceptent d'y participer. Et ça se voit dans les candidats, c'est-à-dire que l'extrême droite vichiste, héritière de Vichy, Oui, présente un candidat. Le d'accord. centre, qui avait des relations compliquées ou orageuses avec De Gaulle, présente un candidat. Et Hmm. alors surtout, l'exemple le plus célèbre, c'est la gauche socialiste qui s'était prononcée contre cette réforme en 62 présente un candidat, il voit l'intérêt de défier De Gaulle par ce biais, un candidat qui en plus évidemment est célèbre puisqu'il s'agit de François Mitterrand, Oui. voilà, et qui en quelque sorte le premier opposant à De Gaulle, à la fois défie De Gaulle mais aussi légitime cette élection présidentielle au suffrage universel direct en se présentant et en montrant par ailleurs que c'est une vraie élection disputée puisque comment dire, il contraint De Gaulle à un ballottage, ce qui n'était pas du tout quelque chose d'évident à première vue, et il obtient quasiment 45% des voix face à De Gaulle au second tour. Hmm. Donc voilà, donc c'est vrai que la première élection présidentielle vraiment installe tout de suite une légitimité très forte, y compris par ailleurs dans des rendez-vous médiatiques, puisque à cette occasion-là, on donne plusieurs heures d'antenne à chaque candidat, ce qui dans la France du milieu des années 60 est une révolution, parce que c'est encore la France de l'audiovisuel public, il n'y a pas de chaîne privée, l'audiovisuel public
totalement contrôlé sous la main de l'État et du gouvernement. C'est le RTF, c'est ça? C'est vraiment le RTF, voilà. Donc le fait de voir des candidats de l'opposition étaler leur programme en long et en large à la télé, c'est une petite révolution pour l'époque. Ouais. Donc ça installe déjà cette élection quand même comme un rendez-vous médiatique pour les Français. Oui, déjà. Et alors, la plupart des Français ont la télé à cette époque-là? Alors je t'avoue que je n'avais pas forcément les chiffres en tête d'équipement. Après, c'est vrai que bon, en tout cas, les années 60, c'est l'année quand même où la télévision commence À se à se populariser, démocratiser, ouais. démocratiser quand même assez fortement. Mais pour ce qui est de la télévision, en fait, c'est surtout après, ça va devenir intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit un des historiens que j'ai interviewé pour le dossier que j'ai fait pour Sciences Humaines, qui s'appelle Nicolas Rousselier, Ouais. qui m'a dit que l'élection présidentielle est, en tout cas, a été un peu sacrée ou consacrée aussi par la télévision. Oui. Et l'exemple célèbre, en fait, c'est sans doute une des élections qui reste le plus en mémoire, dans la mémoire des citoyens. C'est l'élection de 74, qui est très disputée, qui est consécutive à la mort en fonction de Georges Pompidou, Oui. qui est l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire, puisque Valéry Giscard d'Estaing est élu avec 51% des voix contre François Mitterrand, qui fait un peu plus de 49. Mhm. Et cette élection-là marque notamment l'avènement de ce qui est devenu aujourd'hui un rituel, qui est le débat télévisé d'entre-deux tours entre les deux candidats qualifiés. Voilà. Et donc qui est déjà massivement suivi et qui en plus acquiert déjà à l'époque des vertus quasiment magiques, puisque lors de ce débat-là, Giscard d'Estaing lance à Mitterrand vous n'avez pas le monopole du cœur. Voilà. Ouais, la Se fameuse positionne lui réplique. aussi. Voilà. Et alors, ça n'a jamais été prouvé, parce qu'il y a toujours cette espèce de croyance dans les vertus magiques des débats, mais il y a toujours eu cette idée que ça avait peut-être déplacé quelques centaines de milliers de voix qui auraient fait l'élection, même si cette théorie est quand même assez contestée par ailleurs. Ouais, c'est dur de le savoir quand même. Voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça a installé vraiment ce rituel du débat. Ouais. Et d'autant par ailleurs que 7 ans après, pour la première et dernière fois d'ailleurs à l'heure actuelle dans notre histoire, on a les deux mêmes finalistes pour la présidentielle suivante, la présidentielle de 81. Ouais. Sauf que cette fois-ci, donc le résultat est inversé, puisque on le sait bien, François Mitterrand l'emporte contre Valéry Giscard d'Estaing. Mhm. Et là encore, en fait, on voit le pouvoir de la télé avec cette scène en fait qui est de la télévision qui est restée mythique à 20h, où le visage de François Mitterrand s'affiche sur un écran qui ressemble à un écran de Minitel, pixel par Je me pixel. souviens. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Récemment, il y avait un film français là, comment dire, qui s'appelle Les Magnétiques, qui a obtenu un César d'ailleurs, le César du meilleur premier film récemment, qui se passe au début des années 80. Et à un moment donné, on a une scène qui se passe en 81. Et en fait, le réalisateur, pour montrer qu'on est en 81, il a juste besoin de montrer 5 secondes d'image, c'est les 5 secondes du visage de François Mitterrand qui s'affiche. Ouais. C'est une espèce d'image mythique qui s'installe dans la conscience collective, voilà, et qui, on va dire, montre ce lien vraiment très très fort entre la présidentielle et ce média. Ok, donc là, on a vu un petit peu comment la présidentielle était devenue un événement incontournable de la vie politique française, mais aujourd'hui, elle est de plus en plus contestée. On a l'impression qu'il y a une sorte de déclin quand même ces dernières années. Est-ce que c'est bien le cas et comment tu l'expliques? Alors, le déclin, il est quand même assez incontestable. Il y a plusieurs symptômes, on va dire. Déjà, il y a quand même la participation. Alors, la participation à la présidentielle, elle reste forte. En 2017, elle était légèrement en dessous de 80%, un petit peu moins. Mais il y a des alertes, c'est-à-dire que la présidentielle n'est pas du tout immunisée contre l'abstention. Et l'exemple le plus célèbre, c'est 2002, puisqu'en 2002, premier tour, donc Lionel Jospin, Premier ministre sortant, est éliminé par Jean-Marie Le Pen. Et on était un tout petit peu au-dessus de 70, ce qui pour une présidentielle est médiocre. Ouais. Et cette année, bon, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, les instituts de sondage, pour l'instant, dans leur projection, n'excluent pas du tout que on soit à 70 ou voire un peu en dessous. Donc voilà, ça reste l'élection qui mobilise le plus, mais même cette élection-là, il y a quand même une petite tendance à la baisse. Ouais. Et l'autre phénomène de déclin, c'est assez marqué, c'est les scores des candidats. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde par exemple les premières élections de la Ve République, celle par exemple entre De Gaulle et Mitterrand dont je parlais tout à l'heure, De Gaulle plus Mitterrand, c'est 75% des voix à eux deux. Si on tient compte de l'abstention, ça veut dire qu'en gros, il y a 2 électeurs français sur 3 inscrits qui ont voté pour les 2 finalistes. Ouais. Si on prend la même mode de calcul pour la dernière élection présidentielle, 2017, Emmanuel Macron plus Marine Le Pen, c'est 45% des voix.
Et en termes d'électeurs inscrits, c'est en gros un électeur sur 3 qui a voté pour les 2 finalistes. Voilà, donc statistiquement, il y a de moins en moins d'électeurs qui votent pour les candidats qu'on va leur demander de départager 15 jours plus tard. Ouais. Donc les gens sont moins concernés par le deuxième tour, par exemple, dans ces cas-là. Ce qui notamment pousse les gens en fait au deuxième tour, non pas à voter pour, mais à voter quand même de plus en plus contre, voilà, de voter un peu par défaut. Et cette année, par exemple, il n'est pas du tout exclu qu'on ait un candidat au deuxième tour qui soit qualifié avec encore moins de 20% des voix, voir si jamais, notamment entre les 3 candidats de droite et d'extrême droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, si leur score se rapproche, converge, on pourrait très bien avoir un candidat qualifié à 15 ou 16%. Ouais. Voilà, comme l'avait fait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen quand il avait éliminé Lionel Jospin. Donc c'est vrai que voilà, il y a une tendance quand même un peu à la fragmentation des scores, ce qui nuit un petit peu à la légitimité des candidats. Et puis par ailleurs, ce qui rend possible aussi des accidents en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on parlait des élections de 74 et 81, elles incarnent une espèce d'apogée symbolique de l'élection présidentielle. Et aussi parce que, notamment, par exemple, l'élection de 81, c'est une élection avec des blocs très identifiés. C'est-à-dire qu'on a 2 blocs à gauche, on a les socialistes, les communistes, on a 2 blocs à droite, c'est les gaullistes et la droite de Valéry Giscard d'Estaing, la droite libérale, démocrate chrétienne. En gros, le principe, c'est au premier tour, les électeurs départagent les 2 candidats de gauche d'un côté et 2 candidats de droite de l'autre, et au deuxième tour, on a un candidat de gauche, un candidat de droite. Ouais. Et on a vraiment un système hyper stable, on a l'impression qu'il produit un résultat ça a l'air super carré comme ça. Ouais. Hyper carré. Et l'exemple totalement inverse, c'est 2002. Donc 2002, Jacques Chirac se qualifie pour le second tour contre Jean-Marie Le Pen, qui devance Lionel Jospin de pas grand-chose, de moins d'1 point. Je crois qu'on doit être sur 200 000 voix ou quelque chose comme ça. Et bon, Jacques Chirac écrase Jean-Marie Le Pen au second tour avec 80% des voix. Et Lionel Jospin, qui a été éliminé par Jean-Marie Le Pen, aurait aussi battu largement Jean-Marie Le Pen. Donc on a ce paradoxe, on a éliminé tout qu'il est plus populaire que lui. Et on arrive quand même dans des situations assez instables, où on peut avoir pour vraiment des déplacements de voix, pas grand-chose, des second tours très différents. Ce qu'on aurait pu avoir en 2017. En 2017, effectivement, on a un second tour Macron-Le Pen, mais les 4 candidats principaux, c'est dans 4-5 points. On aurait très bien pu avoir Macron-Mélenchon, Macron-Fillon, et ce qui implique des configurations de second tour en termes de débat d'idées très très différentes quand même, pour des déplacements de voix qui ne sont pas énormes. Oui, je comprends. Alors, on a une question sur Twitch de Nenuf12 qui demande un vote n'est-il pas toujours un peu par défaut? Donc, tu disais au second tour, on vote par défaut. Et là, elle dit est-ce que c'est pas toujours un peu par défaut? Pourrait-on mettre plus en avant les votes blancs? Alors, sur la première question, un vote n'est-il pas toujours un peu par défaut? Ça dépend quand même. Le vote d'adhésion existe vraiment. Après, c'est sûr que typiquement, quand on a un second tour pour lequel 55% de l'électorat n'avait pas voté pour un des 2 qualifiés, là, effectivement, il y a une grande partie de l'électorat qui choisit un peu par défaut son champion. Mais quand même, le vote d'adhésion a existé. Et alors, il existe moins aujourd'hui, je pense, parce que les gens sont moins attachés à un parti, ce sont peut-être moins héritiers d'une tradition politique familiale très enracinée en eux. Donc ce vote d'adhésion a peut-être baissé. Mais en tout cas, le vote d'adhésion, il existe quand même. Ouais. Et sur le vote blanc, alors c'est intéressant parce que c'est effectivement une demande régulière. D'ailleurs, il y a eu un changement, c'est-à-dire que maintenant, quand on affiche les résultats des élections, les votes blancs sont décomptés à part. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une catégorie qui était vote blanc et nul. Ouais. C'est-à-dire que aussi bien la personne qui s'était trompée par accident en mettant 2 bulletins dans l'enveloppe ou qui avait accidentellement déchiré son bulletin, c'est-à-dire qui voulait vraiment voter et qui n'a pas réussi à voter, était mélangé au vote blanc, c'est-à-dire les gens qui voulaient montrer par un vote de protestation. Donc maintenant, c'est plus distinct. Alors après, il y a des demandes effectivement de reconnaissance du vote blanc, y compris des organisations qui disent il faudrait une reconnaissance du vote blanc et qu'on décompte les votes blancs et que si en décomptant les votes blancs, un candidat ne dépasse pas les 50% des voix, on soit obligé de refaire l'élection. Ça, effectivement, cette demande-là existe. On en est encore très loin, je pense, surtout pour la présidentielle qui a quand même comme principale fonction de désigner un président élu par plus de 50% des suffrages exprimés. Ah ouais, je comprends. Bonjour Mickaël qui nous dit bonjour de Mississauga au Canada sur Facebook. Bonjour, merci de nous regarder depuis le
Canada. Alors du coup, je rebondis un peu sur la question qu'on a eue sur Twitch. C'est quoi les principaux reproches? Donc là, éventuellement, c'est ce reproche-là de ne pas prendre en compte suffisamment les votes blancs. Quels sont les autres principaux reproches qu'on adresse à l'élection présidentielle sous la Ve République? Les principaux reproches qu'on adresse à l'élection présidentielle, enfin, en soi, c'est pas tant finalement les reproches qu'on adresse à l'élection présidentielle que des reproches, j'ai l'impression, qu'on adresse à la fonction présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction présidentielle écrase tellement tout que l'élection présidentielle aussi écrase tout. Et comme Hmm. l'élection présidentielle est une élection très personnalisée, voilà, qui joue beaucoup sur le personnage qui se présente, et on le voit d'ailleurs encore cette année, par exemple avec l'émergence d'un Éric Zemmour, ça a tendance à déformer un peu le débat, alors que les élections législatives, comme on présente plusieurs centaines de candidats dans chaque parti, sont supposées mettre un peu plus les programmes électoraux au centre. Oui. Donc voilà, donc c'est un des principaux reproches qu'on fait à la présidentielle, c'est d'avoir, comment dire, Autant de pouvoir c'est concentré que, sur... voilà, c'est de ces reproches qu'on fait à la fonction présidentielle. Hmm. Après, et en fait, d'avoir même renforcé les pouvoirs du président. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de pouvoirs dans la Constitution qui sont théoriquement dévolus au Premier ministre. Et en fait, si vous demandez aux citoyens, ils ne le sauront pas parce que l'élection du président au suffrage universel donne l'impression que c'est le président qui s'occupe de tout. Pour Ouais. prendre un exemple, j'ai deux exemples. Un des articles les plus célèbres de la Constitution, c'est l'article 20 qui dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». En France, personne n'a l'impression que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Tout le monde a l'impression que c'est le président. Ouais. Ou un autre exemple, c'est que normalement le président de la République est le chef des armées, mais normalement le responsable de la défense nationale, a priori notamment au sens de la politique de défense, c'est le gouvernement, donc son chef, donc le Premier ministre. D'accord. Mais l'élection présidentielle au suffrage universel direct, en quelque sorte, a permis au président d'opérer une captation un peu de tous ses pouvoirs. Donc Il y a aussi la notamment façon peut-être de communiquer, parce que c'est vrai que dans la communication du gouvernement, en tout cas, si je regarde en ce moment, le Premier ministre est quand même rarement mis en avant. Peut-être que c'était plus le cas quand il y avait par exemple des premiers ministres qui n'étaient pas du même bord politique que le président, dans les cas des cohabitations. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas l'impression, en effet, que c'est Jean Castex qui dirige les armées, qui gère la politique extérieure, par exemple internationale. Et on n'a pas l'impression que c'est le gouvernement qui est aux manettes, quoi. On a vraiment l'impression que c'est Emmanuel Macron qui prend les décisions, qui choisit telle ou telle direction. Est-ce que c'est pas aussi, du coup, dû à la communication? C'est dû à la communication. Alors j'allais dire, enfin, c'est en partie, effectivement, c'est communiquer. La communication est beaucoup axée là-dessus, sur le pouvoir de décision d'un homme seul, le président. Après, moi j'allais dire que c'est quand même beaucoup, et tu l'as dit d'ailleurs en parlant, je crois que tu as mentionné la cohabitation, c'est quand même tout simplement beaucoup dû à des questions d'institution. Enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais en fait, notamment, il y a eu un gros changement institutionnel au début des années 2000, qui est le passage du mandat du président de 7 à 5 ans. Ouais. Et en gros, ça a fait du président une espèce de super Premier ministre, et donc du Premier ministre une espèce de sous-Premier ministre, voilà, et qui fait que, on va dire, l'écart de pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre n'a fait que se creuser depuis cette réforme. Ouais. Alors du coup, ouais, peut-être on peut en parler. Cette réforme qui date des années 2000, c'est la réforme du septennat au quinquennat, qui a transformé donc la périodicité de l'élection. Au lieu de voter tous les 7 ans, comme c'était le cas avant, on a voté tous les 5 ans pour le président de la République. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, concrètement, ce que ça a changé, alors déjà, juste pour expliquer, donc effectivement, c'est une réforme qui a été adoptée en 2000, qui était un peu dans les tuyaux quand même. Ça faisait plusieurs décennies que c'était évoqué. Il y avait eu d'ailleurs des ébauches de lancement de cette réforme. Et donc, elle est adoptée en 2000, et notamment pour des raisons un peu inavouées à l'époque, qui étaient d'opportunisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est en pleine cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ouais. Et Jacques Chirac, donc, qui a un mandat de 7 ans. Et pour Jacques Chirac, le passage au quinquennat, ça consiste aussi à se dire que les Français seront peut-être plus enclins à le réélire pour 5 que pour 7, parce que 14 ans, c'est très long quand même. Ouais. Et finalement, du côté de Lionel Jospin, qui est déjà au pouvoir depuis un certain nombre d'années en tant que Premier ministre, on a un peu aussi la même logique. Donc voilà, il y a un peu cette question d'opportunisme. Et puis à l'époque, il y a aussi un espèce de vernis de modernité
Moi, je m'en souviens très vaguement, mais en fait, moi, c'est mon premier vote en tant qu'électeur. Je venais vraiment juste d'accéder, d'avoir 18 ans, donc d'accéder au statut d'électeur. Ouais. Et très clairement, pour quelqu'un à l'époque comme moi qui n'était pas spécialement politisé et qui s'intéressait à la politique, mais bon, sans avoir une culture politique derrière, on nous dit plutôt qu'élire le président tous les 7 ans, vous allez le lire tous les 5 ans. On trouve ça génial en fait. On se dit c'est super, on aura le droit d'élire le président plus souvent, c'est Ouais, hyper on va plus démocratique. participer. Exactement. Hmm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, c'est que rétrospectivement, il y a des gens qui à l'époque s'étaient prononcés pour cette réforme, qui aujourd'hui disent en fait on s'est planté. En Ouais. fait c'était une mauvaise décision. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par ailleurs, les hasards, on va dire, du calendrier électoral ont fait qu'il devait y avoir des législatives la même année que la présidentielle suivante, donc en 2002, Ouais. mais qu'elles devaient avoir lieu avant. Elles devaient avoir lieu en mars, législative, et après, on devait faire la présidentielle en mai. Et que le gouvernement a décidé de déplacer les législatives en juin, notamment d'ailleurs aussi par un calcul un peu opportuniste, en disant peut-être on aura peut-être plus de chances de gagner d'abord la présidentielle, donc si Lionel Jospin défie Jacques Chirac, et puis ensuite de gagner les législatives. Mhm. Et donc depuis, on a ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on a la présidentielle en avril ou en mai, et les législatives 6 à 8 semaines après, donc cette année au mois de juin. Ouais. Et en fait, les législatives ont complètement plongé en fait en termes d'intérêt. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, on avait des taux de participation qui étaient dignes d'une présidentielle, 80% ou pas loin. Et depuis 2002, on est passé d'abord à 60%, ensuite on est passé sous les 60%. Hmm. Et en 2017, on était sous les 50% de participation au premier tour. Tout simplement parce que, en gros, on demande aux Français de voter 4 fois en 2 mois. Ouais. Pour les deux Et tours. voilà. Et maintenant, par ailleurs, il y a cette espèce d'idée que de toute façon, le président de la République élu aura, on va dire quasi automatiquement, une majorité de députés derrière lui. Donc en fait, ça sert plus à grand chose finalement de Ouais, se parce qu'avant, déplacer. quand c'était décalé, quand il y avait donc les élections présidentielles tous les 7 ans et les législatives tous les 5 ans, c'était peut-être aussi une façon de contester le pouvoir en place, de dire je m'oppose à ce qu'est en train de faire le président et je vote pour une assemblée qui n'ira pas dans son sens et éventuellement une cohabitation. Ouais, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections législatives sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard d'Estaing, alors qui étaient à l'époque gagnées par le pouvoir en place, mais avec des majorités qui n'étaient pas énormes, parce qu'il y avait quand même Ouais. une forte contestation. Et puis après, sous François Mitterrand d'abord, puis sous Jacques Chirac, on a eu effectivement la victoire de l'opposition avec des cohabitations. Alors, c'est pas pour dire que c'est impossible aujourd'hui. Peut-être que le président qu'on va élire en avril n'aura pas du tout aura une majorité qui lui sera opposée en juin. Mais il y a quand même il y a un très très fort effet d'entraînement. C'est-à-dire que le camp qui a gagné la présidentielle se mobilise pour aller donner une majorité au président. De toute façon, Mhm. c'est l'argumentaire maintenant de campagne principale du président élu, c'est de dire donnez-moi une majorité à l'Assemblée. Et de l'autre côté, du côté du camp battu, généralement, l'heure de la défaite, c'est aussi l'heure des règlements de compte, des divisions, de la démobilisation de parti d'électorat. Ouais. Et donc, on arrive à des situations comme celle de 2017 où Emmanuel Macron donc, fait 24% des voix au premier tour. Bon, Mm. certes, il gagne très largement contre Marine Le Pen au second. Et aux législatives, entre un mode de scrutin qui déjà favorise généralement le parti qui arrive en tête et puis la démobilisation des adversaires, il remporte une victoire écrasante et il termine à une majorité absolue de députés à l'Assemblée. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que les législatives ont été vidées de leur sens. Il y a peut-être aussi un facteur un peu psychologique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand on est électeur pour la présidentielle et qu'on voit son candidat arriver au bout, on est beaucoup plus motivé que quand on a voté pour un candidat qui s'est retrouvé battu. Et de la même manière, dans le parti, si le parti et les candidats sont déçus eux-mêmes, peut-être c'est plus difficile de se mobiliser pour reprendre une campagne depuis le début pour les législatives, alors que celle qu'on vient de faire avec tous les efforts qu'on a fait que ce soit au niveau des forces physiques, mentales et financières, ces efforts-là n'ont pas payé, quoi. Bien sûr, et puis ne serait-ce que tout simplement parce que il faut désigner un nouveau chef, c'est-à-dire que aussi bien en 2007 quand Ségolène Royal perd la campagne présidentielle contre Nicolas Sarkozy, en Ouais. 2002 quand Lionel Jospin perd contre Jacques Chirac, en 2012 quand Nicolas Sarkozy perd contre François Hollande, à chaque fois le candidat battu, il ne dirige pas vraiment la campagne législative derrière. Donc il faut Oui, trouver un en nouveau plus. chef pour mener campagne. Enfin, c'est quand même par définition. Alors, les résultats, certains partis ont réussi à limiter la casse à certaines occasions, mais en tout cas, c'est toujours une campagne extrêmement compliquée pour le camp battu. Hmm. Ouais, d'accord. Alors du coup, comment d'autres démocraties font? Alors nous, on a cette façon d'élire le président au suffrage universel avec beaucoup de pouvoir.
Comment ça se passe dans d'autres pays? Je pense à nos voisins, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ou même du côté des États-Unis, ça se passe pas de la même manière. C'est quoi les principaux modèles alternatifs aux nôtres? Les États-Unis, ils ont ce système électoral qu'on commence à bien connaître avec les dernières élections très agitées, où donc les électeurs votent au niveau des États qui envoient même des grands électeurs, élire le président, Ouais. ce qui aboutit parfois à ce résultat, comment dire, illogique, où le candidat qui a obtenu le plus de voix au niveau national n'est pas élu président. Bon, d'ailleurs, en Mm. fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a tout un mouvement par ailleurs aux États-Unis qui, en fait, rêverait d'adopter le système à la française. Alors, rêverait Ouais. d'avoir juste une élection présidentielle très simple, en gros, où celui qui a le plus de voix au niveau national l'emporte. Donc, Mm. eux, ils sont très clairement. Il y a un mouvement de réforme dans ce sens. Après, pour les autres pays européens, il y a en gros deux modèles. Il y a un modèle qui est le modèle parlementaire avec un chef d'État qui n'est pas élu, donc voilà, qui est celui notamment qu'on a en Angleterre par définition avec la reine, ou en Espagne par exemple, et qui est un modèle en gros où le chef d'État nomme son Premier ministre, même s'il n'a pas de marge de manœuvre énorme en la matière, mais en fait celui qui dans les faits désigne le Premier ministre, c'est le Parlement. Ouais. Et il y a un autre modèle parlementaire lui aussi dans d'autres pays européens qui est que de la même manière, le Premier ministre est quand même désigné par le Parlement, mais Mhm. qu'il y a aussi un président de la République élu au suffrage universel direct. Donc c'est le cas notamment, alors il y a l'Autriche, il y a l'Irlande, il y a le Portugal qui appliquent ce système. Sauf que la grosse différence, donc, c'est que eux, ils élisent leur président comme le président français, mais des présidents qui n'ont pas du tout la même stature ni le même pouvoir. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que le chef de l'exécutif en France, c'est le président de la République. Le chef de l'exécutif au Portugal, le président de la République a beau être élu suffrage universel direct, c'est le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Donc Ouais. voilà, ces régimes-là élisent des présidents qui ressemblent un peu à nos présidents de la Troisième et Quatrième République, qui ont une fonction, alors qui varie entre la fonction un peu honorifique, cérémonielle, et puis la Mm. fonction d'arbitrage, peut-être aussi en cas de crise. Ouais. Donc on va dire que c'est les principaux modèles. Voilà. Un modèle très présidentiel aux États-Unis, mais avec un système électoral très différent du nôtre, Ouais. et un modèle parlementaire, soit avec un chef de l'État élu, mais qui n'a pas énormément de pouvoir, soit avec un chef de l'État, comment dire, dans les monarchies, avec un chef de l'État héréditaire. Mm. D'accord. Nenuf 12 qui demande aux États-Unis, c'est un peu inégalitaire, non? Alors, Ah bah oui, inégalitaire dans quel sens? oui, aux États-Unis, on va dire, pas mal inégalitaire pour une raison qui est assez simple, qui est que chaque État donc, élit des grands électeurs Mm. et élit autant de grands électeurs qu'il a de représentants au Congrès. Et sachant qu'en fait, dans les représentants au Congrès, donc il y a deux chambres aux États-Unis, la Chambre des représentants, où chaque État, un peu comme en France avec les députés, a un nombre de représentants proportionnel à sa population, et les sénateurs. Chaque État, par contre, a deux sénateurs, c'est-à-dire que la Californie, la gigantesque Californie, a deux sénateurs, et les petits États de l'Est, je ne sais pas, le Delaware ou Rhode Island, ils ont Mm. aussi deux sénateurs. Ce qui fait que D'accord. mathématiquement, en fait, les petits États sont surreprésentés. Voilà. Ah oui, ok. Donc, ce qui explique qu'en fait, globalement, voilà, les petits États pèsent quand même plus dans la course à la présidentielle, et ce qui explique en partie le fait que, on l'a vu encore il y a 4 ans, enfin il y a 6 ans en l'occurrence, avec Hillary Clinton et Donald Trump, on peut faire 2-3% de plus que son adversaire au niveau national et perdre l'élection. L'élection, ouais, ça avait été le cas d'Hillary Clinton. Voilà. Et avant comment dire, de Al Gore aussi contre George Bush. Ah, Al Gore aussi avait eu la majorité des voix. Oui, Al Gore, c'était alors pas énorme, c'était je pense 0,5 ou 1% de plus, D'accord. avec le fameux recompte en Floride, tragicomique, qui avait pris des mois avec des bulletins de vote Oui, c'est totalement vrai. bizarres. Enfin, voilà, c'était vraiment un feuilleton très très long. Ouais, d'accord. Alors, du coup, j'ai noté quand même quelques reproches que j'entends régulièrement par rapport à notre Cinquième République à nous. Le premier que j'ai envie de te donner, c'est celui du fait que cette Cinquième République, elle a été taillée par le général de Gaulle pour lui-même et que c'est un régime qui est fait, voilà, qui est taillé sur mesure pour lui et pas forcément pour ses successeurs. Est-ce que ça, c'est un reproche qui est, selon toi, fondé? Et si oui, sur quoi? Alors pour moi, c'est un reproche qui est effectivement partiellement fondé. Euh, Mais en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la stature historique du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'effectivement, de Gaulle avait conscience, en tant que chef de la France libre, après l'appel du 10 juin 40,
d'être une figure historique, on va dire, d'exception. Et il savait que ses successeurs n'auraient pas forcément, n'auraient sans doute pas le même, le même héritage historique. Donc c'est pour ça notamment qu'il a voulu faire cette élection présidentielle. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le manque de stature historique, en tout cas, qui expliquait les difficultés ensuite des présidents, parce que personne ne contestera, par exemple, même que des figures comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand sont quand même des grandes figures historiques. Alors, pas aussi importantes que Général de Gaulle, mais des grandes figures historiques quand même. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la Constitution, les pouvoirs du président tels que les avait voulu de Gaulle, très importants, aujourd'hui paraissent en décalage par rapport à l'efficacité réelle de ses pouvoirs. Alors, je pense pour tout un tas de raisons très complexes, c'est très très long à résumer, mais notamment, en fait, tout simplement le fait que la mondialisation de l'économie, l'intégration de la France à l'Union européenne, avec tout un ensemble d'obligations quand même assez complexes, font que le président de la République ne peut pas prendre des décisions suivies des faits, sans doute aussi vite qu'en les années 60. Ouais. Enfin, dans les années 60, je veux dire, l'État fixe le cours du franc, par exemple. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même Non, c'est pas la même configuration, c'est clair. Voilà, Ouais. donc il y a quand même beaucoup cette idée-là que les changements économiques à partir des années 70, 80, le renforcement de l'intégration européenne dans les années 80-90, ont quand même bridé un peu les pouvoirs du président. Et il y a un truc assez marrant d'ailleurs que dans le film Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian avec Michel Bouquet qui joue le rôle de François Mitterrand. Il y a le personnage de Mitterrand tel qu'il est joué par Michel Bouquet qui dit je suis le dernier des grands présidents, après moi il n'y aura plus que des financiers et des comptables. Voilà. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a une idée je pense, si on demande à beaucoup de citoyens, je pense qu'ils ont quand même ce sentiment effectivement d'avoir une déperdition un peu de la figure du président. Sauf que le paradoxe, c'est que le président continue d'avoir des pouvoirs dans la Constitution, enfin voilà, il continue à avoir un arsenal de pouvoirs très très développé. Ouais. Mais à moins de résultats. Donc ça crée une espèce de hiatus, en fait, et qui d'ailleurs, je pense, explique en grande partie les frustrations qu'alimente cette élection. D'accord. Et alors du coup, voilà, il y a cette perte de stature, on va dire. Et c'est vrai qu'en fait, les présidents sortants sont très rarement populaires en France. Ils sont jamais réélus, mais on sait qu'il y a eu des réélections, mais ils sont jamais réélus, sauf dans le cadre d'une cohabitation. C'est-à-dire que s'ils sortent d'une cohabitation et que du coup ils n'avaient pas tous les pouvoirs, on les réélit, mais voilà, c'est une sorte aussi de contestation du gouvernement précédent. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression que la personne qui a été plébiscitée par le suffrage universel, au bout de son mandat, que ce soit 5 ou 7 ans, elle se retrouve avec une cote de popularité au plus bas. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, moi, j'ai été assez surpris par exemple, quand j'ai fait des recherches sur la popularité des présidents, de voir la popularité même l'évolution des popularités des présidents en début de mandat. C'est-à-dire que, par exemple, François Mitterrand en 81, après une élection présidentielle hyper, un débat très virulent, très tendu. Enfin, c'est quand même l'époque où on annonce l'arrivée des chars soviétiques place de la Concorde si la gauche gagne. Ouais. Un mois après la présidentielle, il est à 70% d'opinion favorable. Ah oui. C'est-à-dire que même une partie finalement des gens qui n'ont pas voté pour lui, une espèce de légitimité quand même acceptée. Et depuis, on constate qu'il n'y a plus d'état de grâce pour les présidents sortants, c'est-à-dire que leur cote de popularité en début de mandat a quand même tendance à s'effriter assez régulièrement. Ce qui est lié, je pense, en partie aussi à ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire le fait que les scores sont de plus en plus fragmentés, on arrive au second tour avec des scores de plus en plus modestes. Donc, ouais, il y a moins de légitimité. Ça explique ça aussi. Et par ailleurs, il y a un truc très important dont on parlait tout à l'heure qui était l'instauration du quinquennat, qui fait que maintenant, on élit un président pour 5 ans. Dans la foulée, on élit une Assemblée nationale qui généralement est de son côté pour 5 ans aussi. Le président nomme un Premier ministre. Et bien en fait, vraiment, le président se retrouve en première ligne. C'est-à-dire qu'il est élu pour la même durée que l'Assemblée qu'il soutient. Donc il n'a plus finalement cette espèce de soupape que constituaient avant les élections législatives en milieu de mandat. Ouais. C'est-à-dire que François Mitterrand, il a un début de mandat compliqué, c'est la crise économique, il use ses premiers ministres jusqu'à la corde, et en 86 il perd les élections, mais il perd les élections législatives. Donc finalement il peut se refaire pendant 2 ans de cohabitation. Aujourd'hui, la cohabitation est devenue quasiment impossible, donc le président est en première ligne, encore plus qu'avant, c'est-à-dire que finalement, on voit vraiment encore plus en lui qu'avant
non seulement le président de la République, c'est-à-dire celui qui est censé incarner l'unité des Français, l'unité nationale, mais clairement le chef de la majorité, celui qui est là pour mener les politiques de la majorité. Ouais. Et ce qui explique notamment quand même le fait que, alors il y a des variations, mais il y a quand même eu des figures récentes de Premier ministre qui étaient quand même devenus un peu des super chefs de cabinet. Enfin, par exemple, Jean Castex, Ouais. clairement, c'est quand même quelqu'un qui est nommé par Emmanuel Macron pour pas lui faire d'ombre. Ouais. Voilà, quoi, c'est quand Oui, même, c'est pas un grand homme politique français. il est quand même, voilà, il est clairement nommé pour, en tant que vraiment figure qui est là pour exécuter, quoi. C'est un peu Ouais. de la même manière que d'ailleurs Nicolas Sarkozy se présentait aussi beaucoup comme ça quand il était à l'Élysée. Donc il avait François Fillon comme Premier ministre pendant 5 ans, mais il se présentait vraiment comme celui qui décide de tout, quoi. Ouais. Parce qu'on avait à l'époque, on avait inventé pour lui ce mot qui était celui de hyper président. Voilà. Ah, c'est pour Sauf lui que que, ça a été inventé. dans mon souvenir, ouais, sauf que quand vous avez un hyper président, vous avez une hyper déception. En gros, ça Ouais. marche pas. Aussi. Et moi, Bah, ce que m'a dit un des chercheurs que j'ai interrogé pour mon dossier dans le magazine, c'est que, par exemple, ce qu'on a vu avec François Hollande, c'est que François Hollande a terminé son quinquennat faible, puisqu'il n'a pas pu se représenter, ce qui est quand même une première dans notre histoire. Ouais. Et que le paradoxe, en fait, c'est qu'il a terminé son mandat comme un président faible, mais c'est pas pour ça qu'autour de lui, d'autres gens avaient récupéré le pouvoir ou en étaient sortis vraiment plus forts. Parce que d'ailleurs, son premier ministre, Manuel Valls, dans la foulée, s'est présenté, n'a pas réussi à être investi candidat. Enfin, finalement, celui qui s'en est sorti, c'est Emmanuel Macron qui avait abandonné le navire 1 an plus tôt. Ouais. Et en fait, donc, ce que m'a expliqué ce chercheur, c'est que finalement, le président de la République est tellement fort que quand il est faible, la faiblesse irradie autour de lui. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, on a peut-être une exception avec Macron quand même, qui il me semble, tu me corrigeras, hein, mais est aussi une sorte d'hyper-président. Il se présente souvent comme celui qui décide. Comme tu dis, il a choisi Jean Castex aussi comme Premier ministre pour ne pas lui faire trop d'ombre. Mais, alors, pour autant que ce soit fiable, mais en tout cas, les sondages le présentent comme le premier président qui va être réélu sans avoir enduré de cohabitation pendant son mandat. Oui, oui, alors, effectivement, pour l'instant, en tout cas, il était déjà, on va dire, plutôt favori avant l'éclatement de la crise ukrainienne. L'éclatement de la crise ukrainienne l'a quand même encore renforcé dans ce statut de favori. Mhm. Et donc, effectivement, pour l'instant, il paraît bien placé pour devenir le premier président à être réélu sans passer par. Enfin, à être élu 2 fois au suffrage universel, parce que De Gaulle avait été réélu aussi après avoir été élu une première fois différemment. Ouais. Et donc, le premier a été élu 2 fois au suffrage universel sans passer par la cohabitation. Donc, c'est vrai que c'est un cas intéressant à analyser, même si notamment ce qu'on voit quand même avec. En tout cas, la différence par rapport à ses prédécesseurs. Par exemple, si on compare à Valéry Giscard d'Estaing ou à Nicolas Sarkozy qui avait été battu après un premier mandat, Ouais. c'est que Valéry Giscard d'Estaing avait une opposition clairement identifiée de gauche, socialo-communiste. Alors certes, socialistes et communistes qui étaient parfois divisés, qui étaient parfois en guerre entre eux, mais une opposition de gauche quand même clairement identifiée. Mitterrand, tu veux dire? Non, Giscard d'Estaing. Quand il est battu par Mitterrand, voilà, il a quand même une opposition face à lui. Ah oui, pardon, Voilà, l'opposition. Ok, j'avais pas compris, l'opposition. excuse-moi. Et, et Nicolas Sarkozy, c'était quand même pareil, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, dans les 6 mois, voire 1 an qui ont précédé sa défaite face à François Hollande, il n'y avait pas grand doute qu'a priori, quand même, la plus grande probabilité, c'était un second tour entre Nicolas Sarkozy et le candidat qui serait investi par la gauche. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que l'opposition est tellement fragmentée, on se retrouve quand même dans une situation totalement unique aujourd'hui, où on est à 3 semaines, même pas 3 semaines du premier tour, Ouais. et on a encore, alors même s'ils sont dans des situations plus ou moins confortables, mais on a encore 4 challengers possibles, c'est-à-dire pourrait encore envisager alors, un second tour Macron-Le Pen, Macron-Mélenchon, Macron-Pécresse, Macron-Zemmour. Donc ça explique aussi en grande partie ça. La faiblesse des oppositions et la division des oppositions est telle que c'est vrai que ça rehausse quand même le statut du président sortant. Ouais, d'accord. Et tu disais donc la crise ukrainienne aussi l'a renforcé. C'est les sondages, c'est ça, qui sont meilleurs depuis la crise ukrainienne? Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate. Alors, il y a eu il y a eu un petit bond de 3, 4 points dans les sondages, qui a un effet quand même assez classique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'effet ralliement autour du drapeau en sciences politiques, c'est-à-dire qu'en cas de crise internationale grave, Ouais. la popularité du président enfle. Voilà, on avait constaté ça, par exemple, avec
Alors l'exemple le plus célèbre, c'est George W. Bush après les attentats du 11 septembre, qui voit Mhm. sa popularité dépasser les 90%, sa Ah ouais, popularité je quasiment savais un pas ça, tiens. unanimisme national. Si. En France, par exemple, François Mitterrand, lors de la première guerre du Golfe en 91, quand il décide que les forces françaises participeront à l'intervention, pareil, sa cote de popularité s'envole. Hmm. Alors après, ça peut être un effet plus ou moins, l'effet n'est pas forcément durable, hein, mais Ouais. en tout cas, c'est quelque chose qui joue. Ouais, on se Et souvient aussi de François Hollande avec les nombreux attentats qu'il avait connus ouais, sous son mandat. Ça avait peut-être un petit peu augmenté sa cote de popularité sur le moment, mais ça n'a pas duré. c'est ça, voilà, il y avait eu un effet effectivement dans mon souvenir aussi, mais qui était quand même pas très très long. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, par ailleurs, en l'espèce, c'est vrai que ça a hissé Emmanuel Macron dans une position quand même relativement confortable, qui est que déjà, il peut faire campagne de manière plus discrète, on va Ouais. dire, en tant que chef des armées. Mhm. En plus, ses opposants, pour certains d'entre eux, ont quand même tenu des positions qui aujourd'hui se révèlent difficilement assumables sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que ça le place dans une position Oui, en plus. assez confortable. Après, c'est aussi assez paradoxal parce que je discutais hier pour une interview avec un spécialiste de la politique étrangère de la France Ouais. et il me disait ça n'arrivera jamais, mais en fait, on aurait très bien pu imaginer qu'on dise bah, on a une élection présidentielle, le président sortant est candidat à sa réélection, il va se consacrer à sa campagne, mais rassurez-vous, le gouvernement a tous les pouvoirs dans la Constitution qu'il faut pour gérer une crise de politique étrangère. Ce qui est Ouais. vrai en fait. Oui. Il aurait très bien pu confier au gouvernement le soin de la seule chose pour laquelle le président de la République, a priori, on a absolument besoin du président de la République, et comme me disait cet interlocuteur, j'espère qu'on n'aura jamais à y avoir recours, c'est le recours à la force nucléaire, à la dissuasion nucléaire. Voilà, mais sinon, Pour le reste, le on n'a pas gouvernement, forcément besoin de lui. on a besoin de lui au sens où on a besoin qu'il signe quand même les actes, Oui. mais ça vaut dans le sens inverse, c'est-à-dire que par ailleurs, les actes que signe le président, il a besoin du contre-seing du Premier ministre, donc ça marche aussi dans le sens inverse. Mais Hmm. sinon, toute une série de pouvoirs de politique étrangère et défense pourraient très bien être confiés au gouvernement. Mais Alors évidemment, par que exemple, c'est vrai que la communication de Macron sur la crise ukrainienne est beaucoup c'est moi qui gère. On a oui, vu, c'est sa campagne de communication où on le voit au téléphone, où on le voit dans son bureau, voilà, qui essaie de gérer la crise, qui essaie de discuter avec Poutine, etc. Là, on peut imaginer que le Premier ministre puisse faire ça aussi. oui, on pourrait très bien imaginer ça, mais par ailleurs, effectivement, pour le président de la République, le fait de passer son temps en relation avec ses homologues étrangers ou dans des négociations qu'on imagine par ailleurs extrêmement compliquées avec Vladimir Poutine, bah, ça rehausse sa stature. Et d'ailleurs, Hmm. ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ça nous ramène au début de notre histoire, qui était l'instauration de la présidentielle au suffrage universel direct en 62. Ouais. C'est que la semaine du référendum visant à instaurer cette élection, c'est la semaine de la crise des missiles de Cuba, donc où des navires soviétiques font route, enfin on découvre l'installation de missiles soviétiques vers Cuba, ce qui pousse les États-Unis à menacer d'intervenir, et on est au Ouais. bord, pendant quelques jours, en tout cas on semble au bord du conflit nucléaire. Et voilà, et de Gaulle, en tant quand même que chef d'une des grandes puissances qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, avait été actif durant cette période et s'en était servi dans son argumentation d'ailleurs. Il avait notamment tenu le dernier discours qu'il tient pour dire aux Français de valider sa réforme. Il leur dit en substance que la France a besoin d'un chef fort, doté d'une forte légitimité, parce que nous Ouais. vivons dans un monde dangereux et qu'on le voit bien. D'accord. Finalement, on n'en est pas si loin aujourd'hui. Oui, c'est le même genre de discours et finalement ça sert le président en place, quoi. Hmm. Ok. Il nous reste quelques minutes. Il y avait deux questions que j'avais encore envie de te poser. La première, c'est on a vu quand même toutes les critiques qui sont formulées à l'encontre de cette élection, mais il y a des gens qui la défendent encore. Et eux, quels sont leurs arguments pour dire que bah, c'est bien d'avoir une élection présidentielle comme ça tous les 5 ans, avec voilà, un président aussi fort que ce qu'il est aujourd'hui en France voilà, pourquoi des gens continuent à dire que c'est bien et qu'il faut continuer comme ça. Bah, ils ont quand même il y a quand même des bons arguments. Le premier argument qui est le plus souvent utilisé, c'est cette élection, les Français en veulent. Regardez, la preuve, les taux de participation sont très élevés. Bon, ce qui est vrai. Ce qui explique d'ailleurs que, à ma connaissance, à l'heure actuelle, c'est rarissime de proposer la suppression de la présidentielle au suffrage universel direct. Ouais. Je peux me tromper, parmi les candidats à la présidentielle, je sais que Fabien Roussel a ça dans son programme.
D'accord. Ah, je Mais savais pas. je suis pas sûr qu'il y en a un autre. C'est-à-dire que même, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant axe beaucoup son programme sur la Sixième République, Ouais. la Constituante, la Révolution institutionnelle, ne propose pas ça. Il propose d'être un président différent, mais il ne propose pas d'abolir ça. Donc c'est vrai que compliqué de retirer ce droit. Ouais. Et sinon, un autre argument qui, pour le coup, est intéressant, c'est que élire un président suffrage universel direct, ça permet aux Français de se prononcer en connaissance de cause pour la personnalité qu'ils souhaitent porter à ce poste, avec la certitude qu'il va être élu par une majorité des suffrages exprimés. Alors qu'aux législatives, on a une session très différente, c'est-à-dire qu'aux législatives, déjà, on élit donc 577 députés, un par circonscription, avec des possibles triangulaires, Ouais. ou des situations. Quand la gauche de Lionel Jospin l'emporte et contraint Jacques Chirac à la cohabitation, bah, en gros, la gauche, c'est 48% des voix, la droite, c'est 46% des voix, et le Front National, c'est 5-6% des voix. Donc on a un résultat qui, certes, en termes de sièges est clair, mais qui, en termes de voix, pas tant que ça. Et puis, par ailleurs, ça garantit que, justement, comme je disais, que les électeurs votent en connaissance de cause pour la personnalité qu'ils souhaitent voir au sommet. Alors que dans le cas des législatives, on peut avoir après des négociations entre partis selon le résultat. Et on peut finalement avoir un chef de gouvernement qui n'était pas celui forcément que les Français voulaient. Un exemple célèbre, justement, antérieur à la Ve République, c'est les dernières élections législatives de la Quatrième République, en 1956, en pleine guerre d'Algérie, à une époque où le conflit est intense. La gauche, au sens très large, on va dire du terme, l'emporte. Et il y avait à l'époque deux dirigeants essentiels pour la gauche, qui étaient Pierre Mendès France, qui avait déjà occupé le poste de chef du gouvernement, et Guy Mollet, qui était le chef des socialistes. Et en gros, ils vont négocier, discuter entre eux de savoir qui est le mieux placé. Et c'est Guy Mollet qui va finir par être nommé Premier ministre. Alors que finalement, beaucoup d'électeurs s'étaient aussi prononcés pour cette coalition de gauche sur un peu le nom et le prestige aussi de Pierre Mendès France. Ah oui. Donc voilà, on peut avoir des situations en fait où ce sont les partis, des négociations de coulisses qui aboutissent à désigner le Premier ministre. Alors qu'à la présidentielle, en tout cas, ça limite ce genre de cas, quoi. Il y a quand même cette personnalité. Les partis peuvent désigner des candidats, et même ça aujourd'hui, d'ailleurs, c'est remis en cause parce qu'on fait de plus en plus des primaires ouvertes. Oui. Mais en tout cas, à la fin, on a une liste de candidats, et là, ce sont les électeurs de se prononcer. Oui, directement. Oui. Bonsoir, qu'est-ce que t'en dis? Bienvenue, t'arrives vers la fin, mais bienvenue quand même. Tardivement, ouais. Ok, donc la dernière question que je voulais te poser, c'est quelles sont les alternatives possibles à notre régime actuel? Donc on a parlé tout à l'heure des possibilités qu'il y avait dans d'autres pays. Donc si je résume, tu avais dit qu'il y a la possibilité de garder un présidentialisme fort avec un scrutin différent comme aux États-Unis, où le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Il y a la possibilité d'avoir un président qui a moins de pouvoir et qui en laisse plus au Parlement, comme par exemple au Portugal. Et il y a la possibilité aussi d'avoir un Parlement fort et un pouvoir exécutif qui est... alors je ne sais pas si pouvoir exécutif c'est le bon mot, mais en tout cas où il y a une monarchie héréditaire, où là le chef du gouvernement est voilà, la personne qui hérite du pouvoir. Donc ça, c'est les possibilités qui existent majoritairement autour de nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont vu le jour parmi les possibilités qu'on pourrait avoir pour remplacer notre système? Après, remplacer le système, ça dépend. On peut souhaiter le refonder de fond en comble. On peut aussi faire des ajustements. Ouais. En gros, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trois pistes. Il y a la piste de base qui est de dire on va rénover l'élection présidentielle. Donc, alors, on peut, par exemple, ce que proposent plusieurs candidats actuels, notamment, je crois, Yannick Jadot, mais même Marine Le Pen, par exemple, s'est prononcée pour, ce serait revenir au septennat. Voilà. Septennat non renouvelable. Voilà. Ce qui mettrait le président quand même remettrait le président dans le temps long qu'on connaissait autrefois. Où il y aurait le fait de faire les législatives en même temps que la présidentielle, un peu comme ce qu'il y a eu aux États-Unis. C'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer qu'au premier tour de la présidentielle, on fasse aussi le premier tour des législatives, et pareil pour le deuxième tour, ce qui éliminerait un peu le côté mécanique des législatives qui deviennent un simple scrutin de validation, on va dire, de la présidentielle. Ah oui. Il y a un autre idée, pour le coup encore plus ambitieuse, c'est de changer le mode de scrutin. On en a un peu parlé récemment avec la primaire populaire qui avait instauré, je ne sais pas si tu as vu, ce système électoral un peu bizarre où il y avait des mentions pour les candidats, très bien, bien. Ouais, voilà. Au lieu de dire je vote pour un tel et de mettre un seul bulletin dans l'urne, on dit lui je l'aime bien, lui je l'aime beaucoup, lui je l'aime pas du tout, elle je l'aime beaucoup. Voilà.
Ok. Et ça, par exemple, c'est un système un peu analogue est employé, par exemple, pour élire le président en Irlande. En Irlande, effectivement, on classe les candidats dans l'ordre de préférence. Et puis à la fin, alors par contre, c'est un dépouillement très long avec un système très très compliqué pour aboutir. Mais à la fin, on arrive comme ça à désigner le candidat quand même supposément le plus consensuel. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'en fait, en 62, quand l'élection présidentielle est instaurée, ce système-là, à la table du Conseil des ministres, un ministre avait proposé ce système irlandais en disant c'est pas mal, c'est mieux que le classique affrontement entre deux candidats au second tour. Et De Gaulle lui avait répondu votre système a l'air excellent, mais il faudrait que tous les électeurs sortent de Polytechnique. Voilà, c'est vrai qu'en Bon. fait, c'est compliqué. Donc ça, c'était la première option, on va dire, de réformer la présidentielle. Et après, il y a les deux autres options qu'on a un peu évoquées. Première option, ce serait de rendre le système plus parlementaire, c'est-à-dire d'essayer de rapprocher un peu de ce que font certains autres pays d'Europe, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont un président élu au suffrage universel, mais un Premier ministre très fort et qui dépend essentiellement du Parlement. Donc, ce qui passerait notamment par une réattribution des pouvoirs, c'est-à-dire certains pouvoirs de nomination ou de décision qu'on donne au président qu'il faudrait attribuer au Premier ministre. La difficulté principale de ce genre de système, c'est que si on maintient l'élection du président au suffrage universel direct, on risque quand même de maintenir cette mystique du président qui renforce son pouvoir. C'est quand même compliqué de diminuer les pouvoirs du président tout en gardant ce système qui lui donne théoriquement une forte légitimité. Ces autres pays européens, l'Autriche, le Portugal, l'Irlande, l'Islande, ont réussi à faire ça, mais ils ont une culture politique qui est sans doute différente, une culture de partisane qui est différente aussi. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse adapter ce système-là chez nous. Et l'autre option qui est souvent évoquée, ce serait de rendre le système français, qui est déjà pas mal présidentiel, le rendre complètement présidentiel, c'est-à-dire le rapprocher du système américain. C'est-à-dire de dire, président de la République reste élu au suffrage universel direct. On garde l'Assemblée nationale, on garde le Parlement tel qu'il est actuellement, sans doute notamment en l'élisant à la proportionnelle, quand même, pour avoir une représentation des forces politiques un peu plus représentative. Mais par contre, on supprime les liens entre les deux, c'est-à-dire le Parlement ne peut plus renverser le Premier ministre. Et d'ailleurs, on supprime le poste de Premier ministre, puisqu'il ne servira plus à rien. Aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre. Le chef du gouvernement aux États-Unis, c'est le président des États-Unis. Et on supprime, dans le sens inverse, la possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un système qui est pas mal défendu aujourd'hui. Par exemple, récemment, il y a eu des notes de la Fondation Jean Jaurès, donc un think tank qui est à la fois proche du Parti socialiste, mais aussi un peu quand même un parti de la République en marche, qui a proposé ce système. D'accord. Donc c'est quand même un peu défendu. Mais moi, par exemple, un historien américain que j'avais interviewé pour mon dossier m'a dit qu'en fait, on sous-estimait sans doute les difficultés. C'est-à-dire que déjà, on peut se retrouver très bien avec un président d'une certaine couleur politique et puis une assemblée en face totalement divisée entre plein de partis, ou en tout cas le président n'aurait pas de majorité, et arriver avec une situation de blocage. Sauf que la France, c'est pas les États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, déjà, c'est un pays, un système fédéral, donc le Congrès vote des lois, mais ne se prononce pas non plus sur tous les domaines, on va dire, de la vie sociale. C'est un système en plus judiciaire différent, avec un rôle très important de la Cour suprême. Et puis par ailleurs, aux États-Unis, c'est un système qui marchait très bien à une époque parce que les partis politiques étaient très différents de la France. Aux États-Unis, les partis politiques sont beaucoup moins des blocs homogènes avec une forte discipline. C'est quand même deux grands ensembles, les démocrates, les républicains. C'est un peu des auberges espagnoles quand même, presque. Même si, il y a quand même une ligne, mais il y a quand même beaucoup de tendances au sein de chaque parti. Et en fait, à une époque aux États-Unis, finalement, les élus démocrates qui étaient les plus à droite étaient à peu près dans la même ligne politique que les élus républicains qui étaient les plus à gauche. Et même un président qui n'avait pas de majorité au Congrès, ce qui était très souvent le cas, notamment, par exemple, un président comme Ronald Reagan n'a quasiment jamais eu la majorité au Congrès, mais il arrive à gouverner. Voilà. Et sauf qu'en fait, ça marche quand il y a un minimum de consensus politique. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que les partis se sont extrêmement éloignés les uns des autres, et que le Congrès a de plus en plus de mal à fonctionner, le pays est complètement déchiré, et que la politique américaine est dans un état quand même globalement assez lamentable. Et voilà. Et donc ce que disait cet historien, c'est que vous pouvez rêver d'un système présidentiel à l'américaine, mais vous avez vu la situation politique aux États-Unis, parce que ça vous fait rêver. Ça fait pas envie, carrément. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une situation où, au final, à la fois il y a plein d'idées de réforme, parce que la France, alors les idées de réforme constitutionnelle ne manquent pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans sa conférence de presse récente, a encore proposé de lancer un comité chargé de réfléchir à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué finalement de trouver les bons leviers et les bons ajustements à faire dans un système qui est quand même enraciné depuis plusieurs décennies et où, si on change quelque chose, on risque de dérégler, on n'est pas sûr d'améliorer les choses.
Donc Ouais, voilà, d'accord. c'est assez complexe. Même si, à court terme, peut-être que voilà, Emmanuel Macron a dit qu'à titre personnel, alors, ce qui est assez hallucinant comme propos pour un président de la République très puissant, a dit à titre personnel, je suis favorable à la proportionnelle. Donc peut-être qu'on aura par exemple des avancées là-dessus qui permettront de rééquilibrer un peu les pouvoirs entre le président et le Parlement. Mais en tout cas, c'est vrai que enfin, la réforme de ce système est quand même très complexe. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bah écoute, je pense que ça conclut bien le propos de ce soir. Alors, on avait une petite question dans le chat de Qu'est-ce que t'en dis qui demande si on a déjà parlé des problèmes de la non-inscription ou de la mal-inscription sur les listes électorales. On n'en a pas parlé. Allez, on va dire que c'est la dernière question. Ouais, après, on ferme la boîte. Je sais pas si tu as des Mhm. infos dessus d'ailleurs. Hein. T'as lu quelque chose ou t'en as parlé avec des chercheurs de ça? Alors ça, c'est pas un problème, pour le coup, c'est pas du tout un problème dont je suis spécialiste. Enfin, après, j'ai effectivement, il y a effectivement une conscience du problème, parce que le gouvernement essaie régulièrement de mener des campagnes. Il y a encore une campagne de communication cette année pour s'inscrire sur les listes électorales. Ils ont repoussé les délais, c'est-à-dire qu'à une époque, il fallait attendre le 30, enfin, on pouvait s'inscrire jusqu'au 31 décembre pour voter l'année qui suit. Maintenant, ça a été repoussé, puisque cette année, je crois que c'était en gros le 1er mars. Mhm. Donc il y a quand même pas mal de politiques qui sont menées pour résoudre ça. Ou cette année, par exemple, bah, pour les gens qui ont du mal à voter par procuration, on peut faire voter un électeur de votre ville pour soi par procuration. Donc il y a beaucoup d'efforts menés là-dessus. D'accord. Après, ouais, bah, il y a effectivement des problèmes de non-inscription de bah, certaines populations, notamment, alors si, le problème principal, je pense, c'est du côté des jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'on constate que les jeunes votent beaucoup moins que leurs aînés, Ouais. ce qui pose quand même de gros problèmes, notamment parce qu'en fait, ça conduit à une politique française qui est surdominée par les préoccupations des seniors. Ouais. Et à l'inverse, les préoccupations des jeunes, bah, vu que les jeunes ne votent pas, sont peut-être moins reflétées. Ouais. Et une des explications de ça, c'est pas la seule, hein, mais c'est vrai que bah, notamment le fait qu'il y a une certaine malinscription chez les jeunes, bah, qui sont inscrits dans la ville de leurs parents, puis qui partent faire leurs études ailleurs et qui Hmm. ont peut-être voilà, pas Ouais. forcément toujours les facilités pour voter. Ouais. Donc c'est un des D'accord. principaux problèmes. Ok, et ben écoute, merci beaucoup. Je vous mets alors, hop là, le lien vers l'article de Jean-Marie qui a écrit donc dans l'avant-dernier numéro de Sciences Humaines, une présidentielle pourquoi faire. Donc un long article sur le sujet dont on vient de discuter. Voilà, donc tu participes aussi à des émissions sur Twitch avec le journal Ouest France, c'est ça, et avec le SJ C'est Lille. ça. Euh, Qui sont réalisés par les étudiants les étudiants qui vont bientôt être diplômés donc de l'ESJLI, tout à fait, et qui font tous les soirs une émission d'1h30, donc qui est en cours. Vous pouvez voilà. aller sur twitch.tv/West France Bah, je vous pour propose suivre de faire un petit cette raid émission. sur Twitch. Alors, si vous nous suivez sur Facebook, ça ne marchera pas pour vous, malheureusement. Mais en tout cas, si vous êtes là sur Twitch, on va faire comme ça. On va faire un petit raid chez Ouest France pour continuer à parler de présidentielle, donc avec les étudiants de l'ESJ Lille. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir regardé. Merci Nénuf d'avoir participé aussi. Merci Jean-Marie d'avoir été Là, là avec nous. C'était une super émission, très intéressant. merci Comme à toi de d'habitude, vous la m'avoir invité. retrouverez en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne du magazine, sans doute d'ici demain ou après-demain. Normalement demain si tout va bien. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Donc la semaine prochaine, tiens d'ailleurs, que j'oublie pas de vous le dire, la semaine prochaine, je reçois un historien. Je reçois l'historien David Collomb qui va parler avec nous de manipulation des masses, de propagande et de ce genre de choses. Voilà, ça sera donc comme d'habitude sur la chaîne Twitch ici à 18 h le mercredi. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Allez, je lance le raid. Merci beaucoup pour le raid. Hop là, alors je sais pas du tout ce qui se passe, hein. Tu sais qui est l'invité ce soir ou quel est le thème de Euh, l'émission? Alors théoriquement, oui, on avait quelqu'un sur l'autonomie, un élu corse sur l'autonomie, et là je pense qu'on est peut-être encore en pleine interview du porte-parole de la campagne de Yannick Jadot. Donc on a un long développement sur la campagne de Jadot, et puis après on est censé avoir un dossier sur l'animalisme dans la campagne, voilà, le poids de la condition animale, qui est un peu un sujet à la mode maintenant. D'accord. Bon bah voilà. Et bien passez une bonne soirée. Salut tout le monde.